Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Énormément d'actualités économiques et financières cette semaine. Évidemment, les chiffres du PIB du quatrième trimestre viennent de sortir, notamment en France, et malheureusement, on s'y attendait, c'est bien une baisse du PIB. Seulement 0,1%, ça aurait pu être pire, mais néanmoins, ça marque le début de la récession qui est bien de retour en France. On a également eu les chiffres du PIB allemand, là aussi une baisse de 0,2%. Ça stagne au niveau de l'ensemble de la zone euro. On verra ça dans le détail. Également les chiffres donc du chômage, et malheureusement le taux de chômage continue d'augmenter en France, 7,8% de catégorie A. Également le taux de chômage des jeunes qui reste supérieur à 20%, c'est donc particulièrement dramatique. Et puis cerise sur le gâteau entre guillemets, a priori la motion de censure ne sera pas votée, donc le budget 2025 on le connaît plus ou moins, et tenez-vous bien, les dépenses publiques continue d'augmenter. Oui, ça c'est incroyable. Alors qu'on vient d'avoir les chiffres également du déficit public qui s'est encore creusé, qui est particulièrement dramatique, eh bien nous voyons que pour 2025, ça sera encore pire. D'où ce titre, France, Allemagne et zone euro, peut-on encore éviter le pire? Le pire, il est déjà là. Est-ce qu'on va creuser une fois qu'on aura touché le fond de la piscine? Je pense qu'on va le toucher en 2025. Il y aura certainement des dégradations de la note de la France. Ça va nous faire réagir parce que le budget, on le verra tout à l'heure dans le détail, c'est malheureusement une catastrophe. Ce n'est pas du tout crédible. On sera à plus de 6% de déficit par rapport à notre PIB. Le seul pays de la zone euro où ce déficit public est aussi élevé. Donc c'est vrai que c'est particulièrement triste. On verra bien sûr les conséquences. Et d'ailleurs, ce sera la question de la semaine. Vous avez été très nombreux à me poser cette question, à savoir comment peut-on réduire ce déficit? Alors, est-ce qu'il faut réduire certains impôts, en augmenter d'autres? Comment réduire les dépenses publiques? On va parler de tout ça dans le détail. Ce sera la question de la semaine, évidemment. Et puis, la bonne nouvelle de la semaine, il y en a toujours une, on la gardera pour la fin, on verra ça donc tout à l'heure. Alors on commence tout de suite parce qu'il y a encore une fois beaucoup d'actualités et justement un chiffre qui vient de sortir ce matin, le déficit de l'État, uniquement l'État français. Nous avons donc pour l'ensemble de l'année 2024 156,3 milliards d'euros. C'est un peu moins grave que prévu, mais néanmoins ce n'est que l'État, attention. Mais c'est tout de même, regardons bien les chiffres, le quatrième record historique donc, de ce déficit public, donc c'est quand même pas mal, ça reste particulièrement élevé. Il y a certainement eu des petits arrangements sur la fin d'année pour avoir plus de recettes qu'escompté, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. On est quand même sur quasiment 160 milliards d'euros de déficit public, alors que tous les pays de la zone euro réduisent massivement leur déficit. Mais ça, ce n'est que le déficit de l'État. Si on prend tous les déficits publics, c'est-à-dire administration sociale et locale, alors pour l'instant on n'a pas encore les chiffres définitifs, ce sont des estimations. On aura dans le meilleur des cas 18 milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale, on va dire administration sociale au sens large, à peu près 9 milliards d'euros de déficit donc des collectivités locales au sens large là aussi, soit donc au total à peu près 183,3 milliards d'euros. Donc comme on a les chiffres du PIB qui viennent de sortir en valeur, on peut calculer, ça fait 6,3% du PIB en 2024. Donc c'est largement bien sûr au-delà des objectifs de Bruno Le Maire, mais ça on le savait, il y a à peu près 100 milliards d'euros d'écart, une affaire d'État, on ne va pas y revenir bien entendu, mais même le gouvernement actuel avait dit qu'on serait autour des 6,1, bon allez on va pas chipoter, 6,1, 6,3, on est au-dessus des 6% de déficit public et c'est ça le plus important puisque nous sommes encore une fois sur un record dans l'ensemble de la zone euro, le numéro 1 de la zone euro et ça évidemment ça fait tache d'huile j'ai envie de dire, ça ne fait pas sérieux, ça réduit notre crédibilité. Alors le drame c'est que pour 2025, donc là, évidemment, il y a tout des arrangements entre amis pour justement éviter la motion de censure, etc., donc qui ne devrait pas être votée finalement. On verra bien, il peut toujours avoir une surprise, mais ça paraît quand même peu probable. Mais néanmoins, on a donc les chiffres donc du déficit public de 2025. On a l'ensemble des chiffres, des statistiques qui ont été émises par le gouvernement, et c'est assez incroyable, parce que là, on n'en parle pas. On vous dit, oui, il y a des économies qui sont faites ici ou là, mais pas du tout. Les dépenses publiques, tenez-vous bien, augmentent encore de 41 milliards d'euros en 2025. Ça, c'est vraiment un scoop parce que personne n'en parlera. Il y a quasiment qu'ici que nous allons en parler. Je sais que vous allez diffuser l'information, évidemment. Donc, 41 milliards d'euros d'augmentation de la dépense publique. Ça veut dire qu'on va dépasser les 1700 milliards d'euros de dépenses publiques en 2025. Après, on dit que c'est un budget de rigueur. Non, c'est vraiment pas sérieux. Disons-le, c'est un budget qui est marqué, entre guillemets, à gauche. J'aime pas trop parler de politique, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout un budget libéral ou de réduction de ce déficit, de réduction des impôts ou des dépenses publiques. C'est exactement l'inverse. Donc, les dépenses publiques augmentent. 41 milliards, ça c'est dans le meilleur des cas, évidemment. Et ensuite, on a
également, donc cette augmentation des impôts. Donc quand on augmente les impôts, ça casse l'activité économique, donc on réduit l'assiette fiscale, donc on ponctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y aura moins de recettes fiscales, donc également plus de déficit. Je vous ai fait un petit, un petit détail, on va dire, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais les principales mesures d'augmentation des taxes, donc les voici. Hausse des frais de notaire, alors hors résidence principale normalement, triplement de la taxe des billets d'avion. Bon, ceux qui ne prennent pas l'avion, tant mieux, j'ai envie de dire, mais quand on voit également les billets de train qui sont très chers, on se rend bien compte que là, ça va être 7,4 € par billet, triplement de la taxe. Bon, très bien. Donc le secteur aérien va évidemment souffrir. Taux minimum donc, de l'impôt sur les revenus à 20% pour les hauts revenus, donc là, on estime que ça va ramener 2 milliards d'euros, on ne sait pas trop comment, parce qu'il y a beaucoup de Français qui risquent de partir, ou voire qui sont déjà partis, donc bon, admettons, on augmente le malus auto, TVA sur les chaudières à gaz donc de 5,5 à 10, donc ça augmente. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas avoir d'autres types de chauffage, donc voilà, ça veut dire que c'est une augmentation des impôts obligatoires. Taxe sur les transactions financières, donc de 0,3 à 0,4%, et bien sûr le taux d'impôt sur les sociétés, donc pour les grandes entreprises, qui va passer de 25 à 37%. On a eu la sortie la semaine dernière, comme vous le savez, donc de Bernard Arnault. Évidemment, on comprend bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a des grands groupes qui créent énormément d'emplois, qui sont des donneurs d'ordre pour énormément d'entreprises, de PME, hein, donc de sous-traitants. Donc c'est évidemment ces grands groupes, ils ne vont pas délocaliser comme ça du jour au lendemain, mais ils vont simplement réduire la voilure. C'est-à-dire, s'ils ont des nouveaux investissements à faire, ils vont le faire à l'étranger. Par exemple, aux États-Unis, où là les impôts vont baisser pour les sociétés jusqu'à 15%, vous vous rendez compte, hein, donc c'est vrai que le gap est énorme, mais il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis, hein, vous allez en Irlande, c'est à 15%, vous allez au Portugal, etc. Donc tous les pays, y compris dans la zone euro, ont baissé les impôts, notamment sur les entreprises, et nous on continue de les augmenter. Donc là on voit qu'évidemment on est complètement hors sol, quand on voit que le ministre de l'économie nous a quand même dit qu'il fallait réduire la rentabilité des entreprises, alors que malheureusement on a des défaillances d'entreprises qui atteignent des sommets historiques, hein, on l'a souvent montré, on n'a pas encore les chiffres du mois de janvier, mais ça va être encore une fois dramatique malheureusement. Donc on a des faillites d'entreprises, on nous dit il faut encore réduire la rentabilité. Donc ça veut dire plus de faillites d'entreprises et puis surtout derrière, plus de licenciements, donc plus de chômage qui est déjà en train d'augmenter. On verra ça dans le détail. Donc c'est complètement fou. Voilà, nous avons des dirigeants complètement hors sol. On le savait, hein, mais là, ça s'aggrave. Hein, et bon, et c'est pas prêt de s'arranger, puisqu'a priori, donc ça va continuer comme ça, au moins jusqu'à l'été prochain, jusqu'à une prochaine dissolution. Et quand bien même, on ne sait même pas quelle sera la prochaine majorité à l'Assemblée. Donc voilà, on est bloqué. Est-ce qu'on va pouvoir tenir 2 ans comme ça jusqu'en 2027 ? J'en doute. Et ça, évidemment, on le verra d'ici là. Ça dépend du président. Je pense que si effectivement il y a une autre motion de censure qui passe, hein, donc le gouvernement Bayrou qui saute, alors à ce moment-là, ça sera très compliqué pour M. Macron de rester président, mais on en reparlera d'ici là, mais toujours est-il que ça nuit à notre crédibilité, et donc pour beaucoup d'entreprises, les projets d'investissement sont gelés, voire annulés, voire déportés dans d'autres pays. C'est quand même assez dramatique, je le vois quasiment tous les jours, je me déplace beaucoup en France comme vous le savez, encore la semaine dernière donc à Alès, je salue donc les chefs d'entreprise de la région qui m'ont fait le plaisir de m'accueillir, ils étaient d'ailleurs très nombreux, bravo à vous. Il faut tenir le choc, c'est vrai que c'est très très compliqué, les crises sont des phases d'opportunité, certains vont s'en sortir, certains vont disparaître, il faut faire partie des entreprises qui vont s'en sortir, donc faire les bons choix stratégiques, mais c'est vrai qu'en attendant, c'est extrêmement douloureux. Et d'ailleurs, regardez bien, je vous ai fait une petite simulation pour le déficit public, donc le gouvernement annonce 0,9% de croissance, c'est optimiste, hein. Moi je pense que ce sera autour des 0,5% de croissance, mais admettons, même à 0,9, on ne sera pas à 5,4% de déficit public comme annonce le gouvernement actuellement. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une des notes de la direction du Trésor de septembre dernier, je l'avais d'ailleurs montré dans ma vidéo de l'époque, qui annonçait pour donc 2025, avec une croissance de plus de 1%, elle annonçait un déficit public de 6,2%. Donc là, même M. Bayrou reconnaît qu'on sera autour des 0,9%, bon, peut-être même moins, mais admettons 0,9%, mais il nous dit que comme par magie, ça va tomber à 5,4%. Je faisais la blague, c'est du Garcimore, évidemment, c'est un coup de baguette magique, mais surtout, ce n'est pas crédible. Donc voilà ce que ça va donner. Avec 0,5% de croissance, on sera au moins à 6% de déficit public par rapport au PIB, et ça veut dire que la dette publique va se rapprocher des 120%, on pourrait même les toucher en fin d'année, 120% du PIB de dette publique. C'est évidemment le numéro 1 européen, donc ça veut dire que la France va rester la championne de la zone euro en termes de déficit public par rapport au PIB, également le pays où la dette publique par rapport au PIB
a le plus augmenté. Je vous rappelle déjà l'historique au troisième trimestre, parce qu'on n'a pas encore les chiffres du quatrième trimestre. Vous voyez, la France est numéro 1, pardon. J'aimerais bien qu'on soit numéro 2. Numéro 1, c'est assez incroyable. Numéro 1, on ne veut pas y croire. C'est ça la folie, c'est qu'on ne veut pas y croire. On a envie justement d'espérer que la France pourrait s'en sortir, mais non. 6,3% déficit public. Il n'y a pas un pays de la zone euro qui fait plus que nous. Et c'est surtout qu'on a des pays même qui sont en excédent public. Et selon l'INSEE, je viens de voir les chiffres, elle a un petit peu révisé, on serait même à 6,4% pour le troisième trimestre. Bon, donc vous voyez qu'on est quand même très mal. Et en termes de dette publique, là aussi, le pays où le ratio dette publique sur PIB augmente le plus, c'est la France, avec donc 16 points d'augmentation. Vous voyez, on est ex-aequo, numéro 2, ex-aequo avec la Finlande. Mais en Finlande, on a à peu près 82% de dette publique par rapport au PIB. Nous, on est à quasiment 115%, bientôt 120%. Donc encore une fois, ce n'est pas sérieux, c'est évidemment dramatique. Alors en plus de cela, on vient donc d'avoir les chiffres du quatrième trimestre. On va voir dans le détail comment a-t-on pu obtenir ce moins 0,1%. Donc voilà la variation du PIB trimestriel, donc moins 0,1%, on est à 0,7% donc en glissement annuel, donc c'est la première baisse depuis le premier trimestre 2023, mais ça marque surtout le début d'une récession parce que ça va malheureusement continuer. Si vous regardez donc le glissement annuel, donc on est tombé à 0,7%, ce qui veut dire que hors période de coronavirus, c'est un plus bas depuis le troisième trimestre 2016. Donc le glissement annuel, c'est la variation du quatrième trimestre 2024 par rapport au quatrième trimestre 2023, seulement 0,7%, donc encore une fois un plus bas depuis le troisième trimestre 2016. Et vous va me faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Soyons sérieux. Alors maintenant, comment c'est obtenu? Parce qu'on aurait pu faire pire, moins 0,1%, finalement, c'est pas si mal que cela, parce que regardez, qu'est-ce qui a soutenu la croissance? Ben voilà, c'est bien sûr la consommation des ménages, évidemment, la prime de Noël, etc. Donc on fait tout pour soutenir la consommation, et également la consommation publique. Par contre, tous les autres postes, donc ça ce sont les variations trimestrielles, donc sur le quatrième trimestre 2024, investissement des entreprises, ça fait le cinquième trimestre consécutif de baisse, investissement des ménages, donc en logement, moins 0,3%, investissement public, tiens, pour une fois, moins 0,1%, variation de stock, moins 0,1 point, exportation, ça baisse aussi, pour le deuxième trimestre consécutif, moins 0,2%, et importation, plus 0,4%. Oui, mais sauf que quand les importations augmentent, ça vient, je dirais, réduire le PIB, parce que c'est ce qu'on a produit à l'étranger, mais consommé ici. Et c'est ça le problème d'avoir une croissance qui est uniquement obtenue par la consommation. C'est que l'essentiel de cette consommation vient de l'étranger. Alors bien sûr, si on regarde les services, c'est pas tellement, c'est compliqué d'aller au restaurant à l'étranger alors qu'on est en France, vous voyez ce que je veux dire. Donc 90% effectivement des services sont du Made in France, parce qu'on est dans la typologie du Made in France. Donc ce qui fait que quand on regarde l'ensemble de la consommation des ménages, à peu près 80% de cette consommation, c'est du Made in France. Mais si on regarde maintenant les produits manufacturés, alors là ça va faire mal, regardez bien. 64% de la consommation en biens manufacturés, ce sont des produits importés. Si on regarde les biens fabriqués, parce que là ça veut dire, on a dans les produits manufacturés, on a également les produits énergétiques par exemple, mais dans les produits fabriqués, ça monte à 85% d'importation. Regardez, pour la consommation de textiles, de produits de l'industrie et de l'habillement, ou même du cuir et de la chaussure, 87% de ce qu'on consomme en France, eh bien malheureusement, vient de l'étranger. Donc c'est ça le drame. Si je soutiens que la consommation, évidemment, ça profite surtout à nos partenaires étrangers donc, qui exportent vers chez nous. Et donc nous, on importe. Donc ça vient réduire notre PIB. Alors au niveau de la consommation des denrées alimentaires, pour l'instant, ça résiste. C'est que 40%, mais c'est quand même beaucoup. Par contre, regardez, sur les fruits, c'est 70%. Vous voyez le drame là aussi quand on voit nos agriculteurs qui ont été sacrifiés et qui le sont encore aujourd'hui. L'agriculture c'était encore 5% du PIB des années 70-80. Là on est à 1,5, 2 maximum. Et on voit toutes ces exploitations agricoles qui disparaissent, notamment dans le secteur des fruits et légumes. Donc on se rend bien compte qu'on avait un avantage. La France était quasiment numéro 1 du monde dans le domaine de l'agroalimentaire. Et on est en train de perdre cet avantage parce que justement, trop de fiscalité, trop de réglementation, trop de problèmes, je dirais, administratifs au sens large. Et donc, c'est le drame, c'est ce qui fait. J'oublie évidemment toutes les démarches écologiques, il faut faire de l'écologie, mais si c'est uniquement empêcher de tourner en rond, on ne s'en sort pas. Et donc, c'est ce qui fait que nos agriculteurs, qui nous nourrissent finalement, eh bien, ne peuvent plus continuer de produire. Et là, on a un problème de souveraineté. Souveraineté énergétique, encore eux qu'on a le nucléaire, mais ça ne suffit pas. Et surtout, souveraineté alimentaire que nous sommes en train de perdre. Donc, merci à toutes ces taxes. Donc, vous voyez que quand on augmente les taxes et les impôts, ça a des conséquences concrètes pour tous les Français. Tout ça pour vous dire que quand on soutient
que la consommation, eh bien c'est dangereux puisqu'on perd quasiment la moitié en produits importés, en moyenne va-t-on dire, sur l'année. Alors justement, si vous regardez ce qui s'est passé en 2024 en France, en moyenne annuelle, donc on a eu une croissance en moyenne annuelle de 1,1%. Donc certains me disent, oui, vous avez dit 0,5, 0,6. C'est vrai qu'en fait, j'ai révisé mes chiffres à partir du printemps-été dernier, quand on a eu les vrais chiffres de 2023 et de début 2024. Donc là, je pouvais évidemment les ajuster. Bon, 1,1, c'est évidemment beaucoup, mais pourquoi? Comment a-t-on obtenu ces 1,1? Enfin, c'est beaucoup, c'est relatif, hein, par rapport à d'autres pays, c'est quand même très limité. Eh bien voilà, sur ces 1,1, la consommation des ménages a augmenté de 0,9%. Ce que je l'ai expliqué, on a perdu une partie en importation. Mais regardez bien le chiffre. Deuxième poste, consommation publique. Eh oui, 2,1%. Donc c'est facile évidemment de faire du PIB quand on augmente la consommation publique. Par contre, investissement des entreprises, moins 1,6. Investissement des ménages, moins 6, donc en logement. Investissement public, tiens, encore public, plus 3,3. Eh oui, mais c'est facile encore une fois d'avoir de la croissance quand on augmente les dépenses donc payées par nos impôts évidemment. Variation de stock, ça a été négatif, moins 0,5 points. Exportation, plus 1,6. Et importations qui ont quand même malgré tout baissé. Donc ce qui veut dire qu'au total, si j'enlève le secteur public, c'est-à-dire si j'enlève la consommation publique et l'investissement public, mon PIB français n'a augmenté que de 0,6%. Encore un scoop, voilà, il y a beaucoup de scoops dans cette vidéo parce que c'est des chiffres que vous ne verrez nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, hein, pour vous montrer que justement on a cette croissance qui est malheureusement extrêmement faible. Donc elle a été soutenue artificiellement par la dépense publique, mais si on avait fait du sérieux budgétaire, évidemment on ne serait pas là. Alors, peut-être que les moteurs privés auraient pu prendre le relais, mais ça c'est pas une bonne croissance, c'est une croissance artificielle. Et d'ailleurs si on regarde les chiffres, d'un point de vue graphique maintenant, regardez bien, l'investissement des entreprises, c'est la courbe rouge ici. Donc on est sur un effondrement, vous voyez, 5 trimestres consécutifs de baisse. On n'a jamais vu ça depuis la récession donc de 2008-2009. C'est la courbe rouge, vous voyez la consommation, c'est la courbe verte, ça résiste toujours, mais l'investissement des entreprises est en train de s'effondrer. Et ça c'est dangereux parce que l'investissement, c'est ce qu'on appelle un rôle moteur. Hein. On parle d'accélérateur d'investissement, c'est-à-dire que quand on a un investissement, ça crée des emplois, donc ça distribue du revenu, donc ça fait de la consommation et ainsi de suite. Si j'ai pas d'investissement, ben malheureusement ça fera du chômage, donc moins de revenus, moins de consommation. Ça c'est pour 2025, ce qui va se produire malheureusement en 2025. Autre, là c'est encore pire, puisqu'on a le secteur du logement, on a eu donc, maintenant, ça y est, c'est fait, 14 trimestres consécutifs de baisse de l'investissement logement. Regardez bien cet effondrement de l'investissement logement. Vous voyez, depuis donc 2021, on a une baisse de quasiment 19%, même par rapport à 2019, c'est-à-dire donc avant le corona, on est à moins 13%, et bon, et par rapport à 2007, on est à moins 20%. Voilà la réalité du marché, effectivement, de l'immobilier, du logement. C'est évidemment une catastrophe. Et vous avez vu que rien n'a été fait d'ailleurs dans le budget 2025 pour soutenir cet investissement au logement. Donc ça veut dire que malheureusement, la crise immobilière est loin d'être terminée. Je suis désolé, on a vraiment un secteur qui est sinistré, avec beaucoup de destruction d'emplois. Ça ne cesse d'augmenter. Donc il faut s'armer de patience pour les entreprises de ce secteur. Mais malheureusement, ça va être extrêmement compliqué. Et puis donc parallèlement, sur les prix de l'immobilier, ça va évidemment continuer de baisser. Alors juste un petit graphique, enfin deux petits graphiques, hein, pour voir, comme on fait quasiment tous les mois, l'évolution des prix des logements pour les villes de plus de 100 000 habitants, donc pour les appartements. Donc ça baisse toujours hein, par rapport au plus haut de 2021-2022. À Paris, ça c'est un petit peu... La baisse se stabilise, on est à moins 15% de baisse. Par contre, Boulogne, voyez, ça repart à la baisse nettement, on est à moins 16%. Montreuil, quasiment moins 18%. Aix-en-Provence, Nice, bon ça va, c'est quand même pour l'instant limité. Mais regardez, Lyon, moins 21,3% par rapport encore une fois au sommet de 2021. Voilà, même Marseille, ça baisse de 6,3% par rapport au sommet, là c'était en 2022. Donc si maintenant on regarde les villes où les prix ont le plus baissé depuis les sommets de 2021-2022, donc c'est Lyon qui décroche la palme évidemment, donc je suis désolé pour nos amis lyonnais, j'en ai beaucoup hein, et je les salue d'accord, mais c'est vrai que ça fait de la peine hein, et on voit bien que la gestion voilà, de ces mairies-là, Lyon, Nantes, Grenoble, moins 21,3, moins 20,1, moins 19,3, Montreuil, moins 17,7. Donc des villes où finalement, voilà, on sait très bien, notamment les trois premières, que l'insécurité augmente, que malheureusement les choix des mairies n'ont pas été forcément efficaces. Et donc voilà, les prix sont en train de s'effondrer. Donc les Lyonnais quittent Lyon, etc. Les Nantais également. Donc c'est un petit peu dangereux. Hein. Donc on a Villeurbanne également dans la banlieue lyonnaise, moins 16,9. Boulogne, moins 16,4. Donc Paris, Reims, moins 14,2. Paris, moins 14. Lille, moins 11. Et Strasbourg, moins 9,1. Voilà, ça ce sont les villes de plus de 100 000 habitants où les prix ont le plus baissé
ces dernières années, donc notamment par rapport au sommet de 2021-2022. Et malheureusement, comme on vient de le voir, comme l'investissement en logement s'effondre, ça ne va pas arranger les choses. Comme on augmente également les frais de notaire, notamment pour les résidences secondaires et autres, ça ne va pas non plus là aussi arranger les choses. Donc voilà, je suis désolé, j'aimerais évidemment vous dire le contraire, mais le pire va continuer, sachant qu'on a également les indicateurs des directeurs d'achat. On aura la version définitive demain, donc pour l'instant on a fait la version initiale donc, des directeurs d'achat, des indicateurs des directeurs d'achat, secteur donc composite, ça veut dire tout secteur confondu. C'est la courbe rouge ici, donc là on voit quatrième trimestre, le PIB, donc le glissement annuel a bien baissé, ça va continuer de baisser, on aura un glissement annuel négatif. Donc on aura bien une baisse du PIB encore au premier trimestre 2025, donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, ça s'appelle bien une récession. Voici la situation de la France. Évidemment, pour ne rien arranger, le taux de chômage, c'est logique, augmente. Et oui, on l'a souvent dit, on ne nous écoutait pas, on disait mais non, tout va bien. Eh bien, ça continue d'augmenter, les chiffres viennent de sortir là aussi, donc chiffre harmonisé d'Eurostat, toujours de catégorie A comme vous le savez, donc 7,8% de taux de chômage au mois de décembre, on est à 6,3% donc dans la zone euro, et regardez, ça augmente de plus en plus fortement. Si vous regardez l'ensemble des pays, celle-ci de l'Union européenne, alors vous prenez tous les pays que vous voulez, ils sont là, vous pouvez faire un arrêt sur image hein, si vous voulez. Voilà, alors numéro 1 c'est toujours l'Espagne, d'ailleurs on voit bien que l'Espagne c'est bizarre, parce qu'on a une croissance soutenue, mais le chômage continue d'augmenter. Donc est-ce que la croissance là aussi n'est pas artificielle? Bon, toujours dire qu'on est à 10,6%, la Grèce ça baisse mais on est quand même à 9,4%, la Finlande, la Suède et donc la France, 7,8% de taux de chômage, donc nous sommes bien le 5e de l'Union européenne, sur 27 pays, 5e. Bon, c'est un beau classement, on s'en serait passé, mais néanmoins, ce qui montre que le chômage devient de plus en plus dramatique. Et malheureusement, ça va continuer. Là aussi, chiffre qui est sorti ces derniers jours, il y a beaucoup d'actualités. L'indicateur de confiance des ménages s'est légèrement amélioré. Les perspectives de chômage ont très légèrement baissé, on les voit ici pour le mois de janvier, mais ça veut dire que malgré tout, les ménages anticipent un taux de chômage qui pourrait monter à 9,5% courant 2025, et encore une fois, c'est la catégorie A. Si on prend toutes les catégories de chômage, malheureusement, on est déjà à plus de 16,5% de taux de chômage, donc ça va encore s'aggraver. Et là aussi, le taux de chômage des jeunes continue de rester élevé. Il a un tout petit peu baissé donc, au mois de décembre, mais on est quand même à 20,4% de taux de chômage des moins de 25 ans. Malgré toutes les aides, tous les contrats de formation, etc., toutes les études un petit peu forcées qu'on fait à nos jeunes, sachant que derrière, il n'y a pas forcément d'emploi, malheureusement. Donc voilà le drame. Malgré tout cela, on a un taux de chômage de 20,4% contre, donc, dans la zone euro, 14,8%. Et là, au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, voici les chiffres. Là aussi, vous pouvez prendre les pays que vous le souhaitez, faire un petit arrêt sur image. Nous avons donc la France, là, cette fois est 6e, voilà, 20,4%. On est quasiment ex aequo avec le Portugal, 20,5%. Alors on a effectivement le Luxembourg, c'est assez drôle, hein, 22,3%. Donc beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi a priori, donc au Luxembourg, c'est bizarre. Mais ce sont les chiffres d'Eurostat. Hein. La Suède est numéro 1 encore, l'Espagne, 25,3%. Donc là aussi, l'Espagne, d'un point de vue économique, ça va bien a priori, mais d'un point de vue du chômage, c'est toujours très mauvais, et donc ça veut dire qu'il y a toujours des risques de crise sociale. Donc là, il faudrait faire attention parce que l'Espagne commence de nouveau à vouloir augmenter la dépense publique. Ça ne sera pas forcément une garantie de croissance pour demain. Alors, c'est vrai qu'il y a, en termes de croissance, pire que la France, il y a l'Allemagne. L'Allemagne dont le PIB a baissé donc de 0,2% au cours du 4e trimestre 2024. Et donc regardez bien, ça fait maintenant 6 trimestres consécutifs que le glissement annuel du PIB allemand est négatif. Alors, vous pouvez vérifier, voilà, c'est la barre à 0, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a fait pire hein, pendant le coronavirus, mais ça n'a pas duré 6 trimestres. Pareil, en 2008-2009, ça a duré que moins 6 trimestres. Pour avoir 6 trimestres consécutifs avec donc une baisse du glissement annuel, enfin un glissement annuel du PIB négatif, on n'a jamais vu ça donc, depuis la réunification. Voilà. Donc c'est quand même assez inquiétant sur ce qui se passe en Allemagne. Les Allemands perdent évidemment, enfin, du moins ils souffrent notamment à cause de l'arrêt du nucléaire. Ils payent cette erreur stratégique qui a été faite donc, par Mme Merkel notamment, mais pas seulement, hein, par l'ensemble des Allemands qui ont voté hein, pour l'arrêt du nucléaire. Et on voit qu'aujourd'hui, ils sont évidemment en train de payer la facture, et elle est particulièrement salée. Et en plus, vous savez très bien qu'il y aura des élections législatives en Allemagne au mois de février. Il risque d'avoir une crise politique un peu à la française, ça veut dire l'absence de majorité. Quelle coalition pourra prendre des décisions? Voilà, on va voir les deux grandes économies donc, de la zone euro, la France et l'Allemagne, qui sont bloquées finalement par une crise politique. Donc ça n'augure rien de bon pour la suite, évidemment, de la croissance. Donc tout à l'heure, je disais, peut-on encore éviter le pire? Le pire est déjà là et malheureusement, ça va s'aggraver pour 2025. Alors,
piètre consolation, les Américains aussi ont ralenti, il n'y a pas eu de baisse du PIB, mais c'est vrai que c'était un petit peu décevant, puisqu'on a eu une croissance de seulement 0,6% en variation trimestrielle. En glissement annuel, on est à 2,5%. Bon, c'est pas mauvais, hein, mais néanmoins, c'est vrai que ça déçoit pour les États-Unis, et surtout l'investissement des entreprises. Ils avaient connu 12 trimestres de hausse. Bon, il fallait bien que ça s'arrête un jour. Là, c'est l'inverse de chez nous. Nous, on a des trimestres de baisse, 12 trimestres de hausse. Là, on a moins 0,6% donc de baisse de l'investissement des entreprises au quatrième trimestre 2024. Donc voilà, il faudra faire attention à ne pas aller trop vite non plus en besoin outre-Atlantique. C'est en train de ralentir, mais néanmoins, la croissance est toujours nettement supérieure aux États-Unis par rapport à ce qui se passe dans la zone euro. On voit cet écart, certes, qui se réduit, mais qui est toujours largement à l'avantage des États-Unis. Et d'ailleurs, sur longue période, PIB américain, vous voyez, quasiment 110% de hausse sur 20 ans. En France, 55% de hausse, donc tout simplement du simple au double. Voilà. Donc on se rend bien compte que le match est déjà perdu. Alors c'est vrai que là, il y a les négociations salariales, de protectionnisme qui sont là, donc négociations commerciales. Trump a annoncé donc des droits de douane. C'est surtout une arme qui est en train de brandir, qui est en train de mettre en place, justement pour nous faire réagir. Mais nous, on voit que malheureusement, on ne réagit pas, et c'est ça qui est particulièrement dramatique. Madame von der Leyen nous a dit on va réduire un petit peu les normes. Oui, c'est un peu compliqué, mais bon, on ne va rien toucher sur les normes écologiques. Ça, c'est très important. Donc voilà, bon, c'est un petit peu... le match est perdu d'avance encore une fois, et sachant qu'aux États-Unis, on va encore baisser les impôts, alors que chez nous, malheureusement, on les augmente, et on le voit également, l'Union européenne n'arrive pas à parler d'une voix unique, donc ça va être très compliqué. Et pour Trump, le but, il est simple, il est de maintenir l'hégémonie du dollar sur la scène internationale. Donc le match, ça sera toujours vis-à-vis de la Chine, voire de l'Inde, voire de la Russie, et malheureusement, nous, la zone euro, on reste comme d'habitude les dindons de la farce. Donc c'est vrai que c'est triste. Mais voilà, on voit ce graphique et on comprend tout de suite. Et d'ailleurs, l'euro a fortement baissé. Vous voyez, on est toujours autour de 1,03 $ pour un euro. On a même touché 1,02 $ pour un euro il y a quelques jours. Donc c'est là aussi, on se rend bien compte que c'est particulièrement dangereux. Et si l'euro baisse, évidemment, ça va faire augmenter le prix des produits importés, notamment le pétrole, bien entendu. Et donc ça va faire augmenter l'inflation. Donc voilà, une situation particulièrement compliquée. Ce sont, je dirais, les principaux écueils qu'il faudrait éviter pour 2025. Mais malheureusement, ça va être très compliqué. Alors, dans ce contexte, il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, non, j'allais oublier, oui, la question de la semaine. Ah oui, très important, vous voyez, oui. Comme quoi je veux avancer parce que j'ai envie d'avoir une bonne nouvelle. Oui, alors on me dit souvent, bon, c'est bien beau votre constat, vous dites la vérité, c'est très bien, mais quelles sont vos solutions? Alors je fais régulièrement des vidéos justement sur mes solutions, notamment une au mois de décembre 2024, c'est également la première de janvier donc 2025. Et donc là, la question de la semaine, c'est, on m'a dit notamment, est-ce qu'on pourrait baisser certains impôts, par exemple sur les entreprises ou la CSG, puis augmenter la TVA pour compenser? Non. Parce que si vous augmentez le taux de TVA, vous allez encore augmenter l'inflation. Donc on va casser du pouvoir d'achat pour les ménages, donc on ne va rien gagner. Moi je dis tout simplement qu'il faut baisser les impôts pour tous en net. Ça veut dire pas baisser d'un côté, augmenter de l'autre, c'est ce qu'on fait depuis des années, ça ne marche pas. Il faut baisser les impôts au total pour tout le monde. Alors notamment la CSG, moi je propose de baisser cette CSG de 25 milliards d'euros. Je rappelle qu'à la base, quand elle a été créée par Michel Rocard en 91, ce n'était que 1% de taux de CSG, mais là on est à plus de 9%. Si on prend sur l'épargne, on est à plus de 17% avec toutes les cotisations sociales au sens large. Vous vous rendez compte? Pareil sur la CRDS, ça devait être temporaire, créé en 96 par M. Juppé. Ça devait durer 13 ans, on est en 2025, c'est toujours là, donc non. Il faut là évidemment redonner du pouvoir d'achat, redonner de la confiance, donc 25 milliards de baisse de la CSG, comme tout le monde paye la CSG, qu'on soit salarié, au chômage également, ou retraité, ou patron, etc., ou investisseur, tout le monde paye la CSG. Donc là on la baisse, et ça permet justement de récupérer 25 milliards d'euros pour l'ensemble des Français. Dans le même temps, on réduit 25 milliards d'euros sur l'impôt de production au sens large, qu'on devait faire d'ailleurs. M. Macron l'avait promis, et M. Le Maire aussi, puis finalement ils ne l'ont pas fait, ils ont oublié. Bon, ça peut arriver. Donc là, il faut baisser, vous voyez, ça fait une baisse de 50 milliards d'euros des impôts pour tous. Et là, vous redonnez évidemment de la confiance. Oui, mais on va dire 50 milliards d'euros, ça fait quand même cher. Donc comment on va réduire le déficit? Et bien c'est ça qui est très, très intéressant. Parce que dans le même temps, quand vous réduisez ces impôts, on n'a pas besoin des niches fiscales qui vont avec. Puis également, en réduisant ces impôts, ça va relancer la croissance. Donc on va récupérer à peu près 30 milliards d'euros de gains, entre guillemets, en termes de recettes fiscales. Ce qui veut dire que le coût au total, ce sera que 20 milliards d'euros. Mais évidemment, dans le même temps, et ça c'est le plus important, il faut baisser les dépenses de fonctionnement.
C'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Moi, je propose 50 milliards d'euros de baisse. On me dit non, mais ce n'est pas possible. Écoutez, évidemment que c'est possible. Ces dépenses de fonctionnement ont augmenté de quasiment 100 milliards d'euros sur les 4 dernières années. Vous vous rendez compte, dépenses de fonctionnement, ce n'est pas sérieux. À tel point qu'aujourd'hui, les dépenses de fonctionnement, c'est 32% de la dépense publique. C'est-à-dire juste derrière les prestations sociales qui représentent 33% de la dépense publique. Donc le deuxième poste, ce sont des dépenses de fonctionnement. Donc ce n'est pas du social. Donc là, évidemment, il y a du grain à moudre. On peut améliorer le fonctionnement, on peut améliorer évidemment ce fameux millefeuille administratif en supprimant quelques échelons. Et évidemment, tous les comités Théodule, c'est ce qu'on appelle les ODAC, organismes d'administration centrale. Alors il y en a plus de 700, évidemment. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, mais je regardais les chiffres de l'INSEE, ça nous coûte quand même 150 milliards d'euros par an. Oui, 150 milliards. Alors, on peut bien trouver au moins 20 milliards, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et ça ne va pas faire de casse, puisque là, souvent, c'est pour replacer les copains, etc. et autres. Donc là, il y a du grain à moudre, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est tout à fait faisable immédiatement, bien entendu. Et quant à ceux qui pensent que ça va augmenter le chômage, non, parce que ceux qui partent à la retraite, les fonctionnaires notamment, eh bien, on ne va pas les remplacer, tout simplement. Alors là, c'est ce qui avait été promis. Finalement, le nombre de fonctionnaires a augmenté plus que le nombre de salariés, je dirais, au total en France. Donc ce n'est pas sérieux, là aussi. Donc ce qui veut dire que non, il faut réduire la voilure de ce point de vue-là, et c'est tout à fait jouable. Donc on récupère 50 milliards d'euros. Après, on va lutter, bien sûr, contre les fraudes fiscales et les fraudes sociales. Attention, les fraudes fiscales, ce n'est pas l'optimisation fiscale, ça c'est l'État français qui l'a décidé. Donc là, j'ai pris la fourchette basse, parce que certains me disent c'est encore plus, mais admettons, prenons la fourchette basse, ça va ramener au total 50 milliards sur la fraude fiscale, 30 milliards sur la fraude sociale, 20 milliards. Voilà ce qu'on peut ramener par an. Vous vous rendez compte? Après, évidemment, il faut s'y employer, il faut regarder la réalité en face et arrêter de se voler la face, encore une fois, comme on le fait trop souvent en France. Et donc, c'est ça qui est complètement fou. Donc là, vous récupérez 50 milliards. Donc ici, on fait la somme. Donc à la base, ça nous a coûté donc 20 milliards en ayant baissé les impôts. On réduit les dépenses de 50 milliards, donc ça nous ramène 50 milliards. On lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Et donc, finalement, ça nous ramène 80 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'en baissant mes impôts de 50 milliards d'euros, sans augmenter le taux de TVA par exemple, eh bien, je récupère 80 milliards et donc je peux donc baisser mon déficit public de 80 milliards d'euros. Voilà la vraie solution. Elle existe, bien entendu, mais malheureusement, nos dirigeants n'ont pas le courage de la mettre en place. C'est là le drame, et vu le budget 2025, ça ne sera pas encore pour tout de suite. Ça arrivera peut-être un jour, en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite malheureusement, mais on y croit quand même malgré tout. Encore une fois, comme je dis souvent, une fois qu'on aura touché le fond de la piscine, peut-être que là, on pourra prendre ces vraies mesures qui pourront sauver la France. On peut toujours la sauver, mais pour l'instant, évidemment, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, on termine quand même avec la bonne nouvelle de la semaine, comme d'habitude. La voici. C'est donc la Banque Centrale Européenne qui a baissé ses taux d'intérêt. Donc le taux réfi est même tombé à sous les 3%, 2,90%. Bravo, c'est formidable, c'est très bien. Sauf que, attention, dans le même temps, on a eu une augmentation de l'inflation. Les chiffres, là aussi, viennent de sortir sur l'inflation de la zone euro. On est à 2,5% d'inflation et ça remonte. Je rappelle que l'objectif de la BCE, c'est 2% d'inflation. Donc ça veut dire que maintenant que la BCE a baissé les taux d'intérêt, elle ne pourra pas aller plus loin. Et donc avec cette augmentation de l'inflation, si évidemment on a également une guerre commerciale mondiale, là aussi il y aura une augmentation de l'inflation au niveau mondial, et notamment en Europe et en France, donc ça ne va pas améliorer la situation. Donc c'est cette situation de stagflation, stagnation économique, voire récession pour la France, et inflation qui reste élevée. Si on prend aux normes Eurostat, on est à 1,8% d'inflation en France. Vous voyez que l'inflation a un petit peu baissé, mais les prix continuent d'augmenter, notamment dans l'alimentaire, j'en parlais tout à l'heure, et c'est ça, évidemment, la grande difficulté. Donc, une bonne nouvelle relative, sachant que ça va quand même permettre peut-être à certains de limiter, je dirais, les dégâts et peut-être d'octroyer de nouveaux crédits, mais ça reste quand même très compliqué, parce que comme les taux d'intérêt des obligations d'État vont augmenter dans les prochains mois, donc ça veut dire que sur l'immobilier, par exemple, il n'y aura pas d'impact extrêmement positif. Voilà. On a quand même trouvé une bonne nouvelle, c'est ce que voulait d'ailleurs la BCE, mais c'est quand même une bonne nouvelle très relative. Voilà, je vous remercie encore de votre fidélité, merci donc pour vos likes, pour vos commentaires, vous êtes vraiment formidables, je suis vraiment très touché, ça fait vraiment chaud au cœur tous ces messages, de soutien également, oui, c'est très important et je peux vous dire que ça porte, vos messages portent et ceux qui me font des pressions ici ou là commencent à avoir un petit peu peur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous en parler dans le détail tant que ce n'est pas terminé. Quand ce sera terminé, je vous promets, je vous dirai dans le détail. Simplement, il faut, encore une fois, dire la vérité. Et ça marche, ça va continuer de fonctionner. Nous allons pouvoir, comme ça, sauver notre douce France. C'est tout le mal ou tout le bien qu'on peut nous souhaiter. Merci encore, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.